Bonjour et merci d'être venu. D'habitude, je parle de littérature africaine, de culture africaine. Cette fois-ci, je me suis égaré sur sa mouvante de la géopolitique, ce regard très sévère des spécialistes. Je vois Fadel là-bas, je vois Pascal Pignon n'est pas là, c'est bien. Et j'ai parlé de l'Afrique dans la guerre froide, le cas de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Alors, pour préciser les choses, j'ai mis là une carte bien en évidence, et que la Guinée et la Côte d'Ivoire, vous remarquez qu'il s'agit là de deux pays voisins, frontaliers, qui sont très très imbriqués, c'est pratiquement la même nature, ils sont très très semblables. En plus, ils ont plus ou moins la même histoire, ils sont très imbriqués historiquement, culturellement, humainement. Et pourtant, ces deux pays, pendant près de 20 ans, vont se brouiller, pratiquement se séparer. La frontière sera pratiquement aussi opaque que le mur de Berlin, tout cela directement ou indirectement à cause de la guerre froide. J'ai mis là des photos, deux personnalités très importantes qui vont vraiment marquer de leur sceau l'histoire contemporaine de l'Afrique. Il s'agit de Houphouët-Boigny, ivoirien, de la Côte d'Ivoire, et Sékou Touré de la Guinée. Ces deux personnes se connaissent très bien depuis très longtemps. Elles se sont rencontrées pour la première fois en 1946 et sont très liées affectivement, politiquement. Sékou Touré sera pratiquement le lieutenant, le bras droit de Houphouët-Boigny. Pourtant, ces deux personnes vont se brouiller pendant près de 20 ans, directement ou indirectement, à cause de la guerre froide. Alors, de quoi s'agit-il? Avant, un petit rappel historique. La Seconde Guerre mondiale va entraîner deux grands bouleversements, très importants. La première, c'est l'effondrement des grandes puissances coloniales européennes et l'émergence de deux nouvelles puissances, l'Union soviétique et les États-Unis. Deuxième conséquence, c'est la volonté d'émancipation des peuples coloniaux et semi-coloniaux. La fin de la guerre, c'est-à-dire le début de la guerre froide, correspond à la libération de beaucoup de pays du tiers-monde, notamment en Asie. Regardez bien ici, l'Inde devient indépendante en 1947, l'Indonésie en 1949, le Vietnam en 1954, et tous ces pays nouvellement indépendants hésitent un peu à s'aligner sur les deux blocs qui sont nés de la Seconde Guerre mondiale, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Ce qui fait qu'ils vont convoquer très tôt, en 1956, la conférence de Bandung en Indonésie, et créer ce qu'on appelle le mouvement de non-alignés. Mais ce mouvement, vous verrez très bien, il existe dans les termes, il existe théoriquement, il sera très très difficile à ces nouveaux pays de ne pas s'aligner. Tellement qu'à l'époque, les deux blocs sont absolument imposants. Alors, il n'y a pas encore d'indépendance en Afrique, c'est un peu plus tard, mais l'Afrique est déjà en ébullition. Au moment même où la guerre du Vietnam se termine, la guerre d'Indochine se termine, c'est le début de l'insurrection algérienne. C'est le début de la guerre d'Algérie. Le Maroc est indépendant en 1955. J'en parle que tout cela fait partie du bloc colonial français, partie de l'Empire français. La Tunisie en 1956. L'Afrique noire n'est pas encore indépendante. Pendant, dès 1956, il y a un début de guérilla au Cameroun. Le Cameroun, comme l'Algérie, prend des armes et crée des maquis de résistance. Les indépendances vont venir un peu plus tard, mais avant cela, avant l'arrivée des indépendances après 1958, je pense qu'il faut rappeler un certain nombre de choses. Rappelez d'abord qu'en 1944, De Gaulle a convoqué une conférence à Brazzaville sur le devenir des colonies françaises. De Gaulle est à Londres, il résiste à la pénétration allemande, à l'occupation allemande, et vous savez très bien que De Gaulle a installé sa capitale à Brazzaville. Brazzaville est la capitale de la France libre. Donc c'est là qu'il convoque une conférence réunissant les administrateurs coloniaux, mais aussi quelques Africains, pour réfléchir sur le devenir des colonies. Il propose à l'Afrique ceci, il dit voilà, Russie a lutte
contre les Allemands, aidez-moi, donnez-moi des hommes et des vivres, et en contrepartie, après la guerre, je vous accorderai l'indépendance. D'accord. Les Africains vont fournir effectivement des hommes et des vivres, et à la fin de la guerre, il n'y aura pas d'indépendance. En revanche, la France va quand même ouvrir un processus d'émancipation africaine. Ce n'est pas l'indépendance, mais on commence à favoriser l'émergence de nouvelles élites politiques en Afrique, etc. En même temps, d'ailleurs, De Gaulle, juste après la conférence de Brazzaville, un événement très important va se produire, c'est Houphouët-Boigny qui va créer le syndicat agricole africain. Le syndicat agricole africain qui est vraiment, à mon avis, la pépinière même des mouvements politiques qui vont se succéder par la suite en Afrique, qui est vraiment la source de l'émancipation en Afrique. Donc, ça commence là. C'est le début vraiment de l'organisation syndicale et politique des Africains dans les territoires français de l'Afrique noire. Alors, en 1945, on va faire un projet de constitution. Une assemblée constituante va siéger à Paris. Dans cette assemblée constituante, pour la première fois, il va y avoir des représentants des colonies françaises. Ces représentants seront élus dans deux collèges différents. Un collège pour les Noirs et un collège pour les Blancs. Ce qui fait que la majorité des représentants à l'Assemblée nationale française des colonies sont plutôt des Européens d'origine. Il y a quand même une petite minorité de Noirs. En 1946, les deux collèges se fusionnent, on obtient donc un seul collège, ce qui fait que le nombre de représentants à l'Assemblée française, noirs, des Africains noirs, va augmenter, sera à peu près de 21. Et Houphouët-Boigny, dont je ne vous ai pas dit tout à l'heure, sera le député de la Côte d'Ivoire. Député de la Côte d'Ivoire, il va faire voter une loi qui va interdire dans les colonies le travail forcé, l'indigénat, le travail forcé. Jusque-là, effectivement, dans les colonies françaises, n'importe quelle personne, n'importe quel Français est installé dans les colonies, qui a soit une plantation, soit une entreprise, peut lever de la main-d'œuvre comme il le veut. Il suffit d'aller demander à l'administrateur colonial, on lève de la main-d'œuvre pour lui, qui travaille pour lui gratuitement. Ce système-là est aboli en 1946 par la loi Houphouët-Boigny. Vous voyez donc, c'est un début d'émancipation, un début de revendication de la part des élites africaines. Alors, à la suite de cette élection à l'Assemblée nationale française, Houphouët-Boigny va rassembler autour de lui beaucoup de députés, la plupart, pratiquement tous les députés d'origine africaine. Il va leur proposer la création d'un grand mouvement panafricain à l'intérieur du système francophone, du système français, qui va prendre en charge l'émancipation des populations africaines. Malheureusement, il va convoquer une rencontre à Bamako, dans le Mali actuel. Malheureusement, il sera pratiquement le seul à Bamako. Ses collègues vont l'abandonner en cours de route parce que, soit intimidés ou menacés par le système colonial, soit parce qu'ils ont été plus ou moins corrompus. Et Houphouët-Boigny va se retrouver à Bamako. Il faut quand même dire une chose que je vous dis, c'est très important, c'est que Houphouët, en arrivant à l'Assemblée nationale, s'apparente au groupe parlementaire communiste. Donc il a l'appui des communistes. Et les communistes à cette époque-là étaient très importants en France, ils faisaient partie du gouvernement de l'Union nationale, et du gouvernement de l'Union nationale, ils faisaient partie du gouvernement, ils avaient de très grands postes. Ils avaient le poste de l'armement, champion, et le poste des transports, etc. Et les communistes vont, alors qu'il est menacé de mort, vont protéger son arrivée à Bamako, ils vont lui affréter un avion. Il va arriver à Bamako et réussir quand même à tenir son congrès et à créer un mouvement très important qui va prendre en charge les luttes de libération en Afrique. C'est le RDA, ou Rassemblement démocratique africain. Ce Rassemblement démocratique africain couvre tous les territoires francophones d'Afrique. Aussi bien l'AOF, Afrique occidentale française, que l'AOF, Afrique équatoriale française.
Et il est très bien structuré sur le modèle des partis communistes, il laisse même de l'Occident, et il va créer des sections dans tous les territoires. En Côte d'Ivoire, il va créer le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui est une section du RDA en Côte d'Ivoire. En Guinée, il va créer le PDG, Parti démocratique de Guinée, qui est une section du RDA en Guinée. Cette section a été créée en 1947. En 1947, Sékou Touré était encore commis de PTT, syndicaliste anonyme. Il sera présent au congrès de Bamako lors de la création du RDA, mais c'est comme dans une situation d'anonymat total. Il est très peu connu. Alors, en 1947, le PDG est créé, le Parti démocratique du Guinée, est plus ou moins membre de ce parti, mais il a encore une responsabilité vraiment importante à l'intérieur de ce parti. Il n'est encore qu'un syndicaliste affilié à la CGT, mais c'est vrai qu'à partir de 1946, la CGT va prendre en charge la formation de ce jeune autodidacte, très doué, grand orateur, grand manipulateur de foule. Il va fréquenter l'école de la CGT à J-Yvette, en 1946, ce qui fait qu'il a une formation quand même syndicale assez sérieuse et aussi une forte influence idéologique venant des pays de l'Est. Mais en 1952, il devient le secrétaire général du PDG, du Parti démocratique du Guinée. Ce qui fait que maintenant, il devient responsable politique du RDA de Houphouët-Boigny. Vous voyez, le destin de deux personnes se rapproche de plus en plus. La même année, en 1950 plutôt, pas 1952, en 1950, pour des raisons plus ou moins inconnues aujourd'hui, Houphouët-Boigny décide de rompre avec les communistes. Il quitte le groupe parlementaire communiste, il s'allie à l'USDR de François Mitterrand. En 1956, il rentre au gouvernement de Guy Mollet en tant que ministre à la présidence du Conseil. Il faut quand même noter une chose, c'est que le destin de ces deux hommes est parallèle mais très différent. Sékou Touré était un autodidacte qui se forme pratiquement tout seul, c'est la voie syndicale qui l'amène à la politique. Houphouët-Boigny était médecin, ce qu'on appelle à l'époque le médecin africain, c'est déjà formé à l'école de Gorée au Sénégal, un peu rapidement, pour aider les médecins coronaires pour entrer en Afrique pour guérir les grandes épidémies. Houphouët-Boigny devient donc ministre en 1956, il le sera jusqu'à 1959. Houphouët-Boigny sera, c'est à mon avis, le ministre le plus permanent de la 4e République, à un moment où certains portefeuilles ne duraient même pas 15 jours. Il a été ministre président du Conseil, il a été ministre d'État, il a été ministre de la Santé publique et de la population, il a été ministre d'État tout le long jusqu'à 1959 avec Michel Debré lorsque De Gaulle viendra. La même année 1956, quelque chose de très important va se produire, c'est la promulgation de la loi cadre, de Gaston Defferre. Gaston Defferre, qui était ministre de l'Outre-mer à cette époque-là, et qui va faire une loi qu'on appelle la loi cadre. La loi cadre, qu'est-ce qu'elle dit? La loi cadre accorde la plus grande autonomie aux colonies. Les colonies sont toutes considérées vraiment comme des colonies, mais comme des territoires de l'outre-mer, avec une très large autonomie. La France réservant les portefeuilles régaliens, la défense nationale, les affaires étrangères, les finances, l'énergie et les mines, tout le reste revenant à la gestion des gouvernements locaux. On va créer des gouvernements locaux qu'on appelle des conseils, coiffés par le gouverneur colonial, représentant l'État français, mais tout ce qui est de la gestion locale, travaux publics, agriculture, éducation, etc., tout cela revient cette fois-ci aux Africains eux-mêmes. Donc c'est ce qu'on appelle la localité, une espèce d'autonomie territoriale, d'autonomie politique à l'intérieur du système colonial. Ce qui fait que, encore une fois, le destin des deux hommes est parallèle,
Sékou Touré va devenir le président du Conseil en Guinée. Et Houphouët-Boigny va devenir, lui, le président du Conseil en Côte d'Ivoire. Entre-temps, Sékou Touré, qui avait déjà échoué la députation à l'Assemblée nationale française en 1954, va réussir en 1956. En 1956, lui aussi, il est député à l'Assemblée nationale française. Donc les deux se retrouvent dans cette assemblée. Ils sont du même parti, le RDA, ils sont dans la même assemblée, l'Assemblée nationale française, ils sont dans le même groupe parlementaire. Vous savez très bien que l'aggravation de la crise algérienne va précipiter les choses en France. Une grave crise va intervenir en France et c'est De Gaulle revient au pouvoir en tant que président du Conseil. Et De Gaulle, en arrivant au pouvoir, va proposer à la France une nouvelle constitution, la constitution de la Ve République. Cette constitution a un volet concernant les colonies africaines, les territoires d'outre-mer en Afrique. Cette constitution propose aux Africains l'indépendance association. C'est-à-dire que vous devenez des États à part entière, mais des États quand même associés à la France. Pour ainsi dire, éviter d'aller vers les Américains, éviter d'aller vers les Russes, rester avec nous. Il va donc faire une grande tournée en Afrique, en août 1958. Il va d'abord aller à Madagascar, puis au Congo, puis en Côte d'Ivoire. Et le 25 août 1958, il va arriver en Guinée. Et on va passer le petit film. Évidemment, il avait proposé un référendum, il s'agit de voter oui ou non à ce projet de constitution. Il proposait aux Africains de créer une communauté franco-africaine. Alors, il fallait-il, si on votait oui, c'est qu'on était d'accord avec la communauté franco-africaine, si on votait non, c'est qu'on voulait en sortir. Donc il arrive à Conakry, il regarde ce qui va se passer. Un peu de publicité, elle est gratuite. Le grand jour, tant souhaité, est enfin arrivé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. On a parlé de l'indépendance, je dis ici plus haut encore qu'ailleurs, que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Est-ce que la France ait 27 ans en disant non à la proposition qui lui est faite? Vous avez vu que ça se passe très très mal. Le voyage de Gaulle s'est très bien passé partout. À Conakry, c'est le clash. Il rencontre un jeune syndicaliste bouillant, un grand orateur, passionné, nationaliste, qui lui dit, qui prononce un discours absolument agressif contre De Gaulle, etc., contre la colonisation. Et tout ça se passe très très mal. De Gaulle quitte la Guinée très irrité. Il dira simplement c'est une bonne chance à la Guinée. Une anecdote, c'est qu'il devait prendre le même avion, parce qu'après Conakry, De Gaulle allait à Dakar. Et le gouverneur de Dakar voulait rencontrer Sékou Touré pour une affaire technique, on s'est dit. Il avait demandé à De Gaulle de venir avec Sékou Touré jusqu'à Dakar. Et après ce discours, De Gaulle va refuser d'embarquer Sékou Touré avec lui dans le même avion. Et à partir de là, pratiquement, c'est la rupture avec la France. Des relations très compliquées, très difficiles. De Gaulle est braqué contre la Guinée. Et évidemment, beaucoup de pays vont en profiter. Il faut quand même savoir une chose, c'est que la colonisation, c'est le monopole. C'est-à-dire que dans le système colonial, dans les territoires français, seuls les marchandises françaises pénètrent. Dans les territoires anglais, seules les marchandises anglaises pénètrent. Les deux nouvelles grandes puissances, les États-Unis et l'Union soviétique, se sont révélées pendant la guerre anticolonialiste. Pour des raisons plus ou moins opposées. Les États-Unis ont besoin de nouveaux marchés, une grande puissance pour les produits manufacturés. L'Union soviétique a besoin aussi d'espace pour, évidemment, faire sa propagande pour la révolution mondiale. Et d'ailleurs, les deux, les États-Unis et l'Union soviétique, à la conférence de Yalta, vont carrément dire, notamment la grande
veut pas qui est fait, de décoloniser. Roosevelt dira, il faut décoloniser. Et Churchill, avec son humour caustique, va lui dire, très bien, commençons par les îles Vierges. Parce que mais en tout cas, de toute façon, la décolonisation va arriver. Et si la Guinée rompt avec la France, très vite, les deux pays vont venir vers la Guinée, notamment, et d'abord et avant tout, les pays de l'Est, puisque dès le 2 octobre, date la proclamation de la République de Guinée, la Bulgarie est suivie d'ailleurs par Israël. Les deux pays vont reconnaître l'indépendance de la Guinée. Ce sont les deux premiers pays du monde à reconnaître l'indépendance de la Guinée, la Bulgarie et Israël. Très très vite, les autres vont suivre, l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie, etc. etc. L'Allemagne de l'Est aussi va reconnaître la République de Guinée. Non seulement elle va la reconnaître, mais très vite, elle va envoyer une délégation commerciale à Conakry pratiquement dans les 10 jours qui suivent la proclamation de la République. C'est là que les choses vont commencer à se compliquer. L'Allemagne, c'est deux, et les deux, il y a l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, et c'est le mur de Berlin qui les sépare. La délégation commerciale de l'Allemagne de l'Est arrive à Conakry. 24 heures ou 48 heures après, l'Allemagne fédérale envoie un représentant pour tenter d'établir des relations diplomatiques. Elle arrive, on lui dit qu'il y a ici une délégation de l'Allemagne de l'Est. Et puis comment elle va voir les nouveaux dirigeants? Et c'est impossible. Nous avons une doctrine qui veut qu'un pays, qu'aucun pays au monde ne peut avoir des relations diplomatiques aussi bien avec l'Allemagne de l'Est qu'avec l'Allemagne de l'Ouest. Sauf qui, d'après vous, sauf l'Union soviétique, évidemment, pourtant c'est elle qui a créé la situation. Alors, l'Allemagne de l'Est va dire, maintenant on est d'accord pour établir des relations diplomatiques, on est d'accord pour faire une coopération économique, mais une condition, n'établissez pas de relations diplomatiques avec l'Allemagne de l'Est, que nous appelons la zone d'occupation soviétique. Alors, la Guinée va tergiverser un peu, mais finalement, elle va accepter le principe, elle va laisser que l'Allemagne de l'Est ouvre une délégation commerciale à Conakry, mais elle ne va pas établir une relation diplomatique avec elle, elle va ouvrir plutôt une ambassade allemande de Bonn à Conakry par la suite. Et très vite, les accords commerciaux vont commencer, et c'est l'Allemagne de l'Est qui commence, c'est le tout premier accord que la Guinée va signer dans son histoire, avec l'Allemagne de l'Est, qui va fournir à la Guinée des machines-outils contre des produits agricoles, ce sera une espèce de troc qui fait que, effectivement, la Guinée commence à ouvrir son économie à d'autres pays que l'ancienne puissance coloniale. Très vite, donc, la Guinée va devenir un véritable enjeu africain entre les deux blocs et un sujet de préoccupation pour le monde libre. J'ai mis ça entre guillemets, un sujet de préoccupation pour le monde libre, parce que je l'ai tiré d'un document officiel de l'Allemagne fédérale. Quand l'Allemagne fédérale nomme son premier ambassadeur à Conakry, elle lui donne des instructions. Et elle dit ceci, attention, on vous envoie en mission dans un pays qui est devenu aujourd'hui un sujet de préoccupation pour le monde libre. On est très bien de deux côtés contents que la Guinée soit libre, mais enfin, et les Américains, et les Allemands, et les Anglais, en tout cas tous les pays occidentaux, n'ont qu'une seule peur que le pays bascule dans le camp des communistes, dans le camp soviétique. Et évidemment, lorsque la Guinée obtient son indépendance dans ces conditions-là, De Gaulle s'adresse à ses partenaires de l'OTAN, ses partenaires occidentaux, pour leur dire, bon, ce pays-là est une indépendance, une ancienne colonie, nous vous prions de ne pas reconnaître son indépendance. Et évidemment, je pense que, vous savez, ces deux blocs existent, c'est vrai, mais ils ne sont pas complètement hermétiques. À l'intérieur des blocs, il y a quand même des intérêts nationaux qui ne sont pas forcément les mêmes. Il y a des divergences. Et l'Angleterre
et les États-Unis, et l'Allemagne et l'Italie ont plutôt tendance à reconnaître le pays, mais ils se gardent bien de le faire immédiatement pour ne pas froisser leurs alliés. De Gaulle finit par comprendre cela. Il dit d'accord, je reconnais les réalités de fait, mais s'il vous plaît, ne le faites pas maintenant. Attendez au moins qu'on ait fait le transfert de souveraineté, qui n'est pas encore fait formellement. Le pays est indépendant dans les faits, mais la France n'a pas encore transféré les éléments juridiques de souveraineté. Ils vont attendre un tout petit peu, parce que dès le 31 octobre, Bonn reconnaît la Guinée entièrement. Londres suit très vite, avec un don de 12 millions de livres sterling. Washington, le 2 novembre 1958, reconnaît aussi la Guinée. Donc les pays occidentaux viennent à la suite des pays de l'Est reconnaître cette indépendance de la Guinée. Alors, jusqu'en janvier 1959, les relations restent froides et presque inexistantes entre la Guinée et la France, mais De Gaulle est réaliste, il se rend bien compte que cette République de Guinée existe, elle est maintenant reconnue dans le monde entier. Elle va d'ailleurs être reconnue en décembre 1958 comme membre des Nations Unies. La Guinée avait demandé à la France de parrainer son entrée aux Nations Unies. Non seulement la France avait refusé, elle avait menacé de lever son veto contre cette entrée. Et finalement, elle ne va pas lever son veto, et va se contenter d'une abstention. Et la Guinée va être admise aux Nations Unies en 1959 en tant que 82e membre. Elle est reconnue à ce moment-là par 58 États, et c'est l'Irak qui va parrainer son entrée aux Nations Unies. Les choses évoluent quand même. Le 17 janvier 1959, la France et la Guinée signent le premier accord. Les accords franco-guinéens vont être signés. La Guinée reste dans la zone franc. Et la France demande à la Guinée de lui notifier officiellement toute nouvelle relation diplomatique qu'elle va contracter. Ce que la Guinée va faire. Pour l'instant, donc, les liens sont difficiles, distendus, mais ils ne sont pas rompus. Quelque chose de très important va se passer en octobre 1959. Sékou Touré était invité en visite officielle aux États-Unis par le président Eisenhower. Il profite de sa visite aux États-Unis pour participer à l'Assemblée générale des Nations Unies qui a lieu dans la même période. Et quelque chose de très drôle va se produire dans cette Assemblée des Nations Unies. Sékou Touré va croiser Houphouët-Boigny. Sékou Touré est le lieutenant d'Houphouët-Boigny, maintenant il est président de la République de Guinée, il a voté non, Houphouët-Boigny lui a voté oui, il est du côté de De Gaulle, il est même ministre de De Gaulle, il est ministre d'État. Il croise Houphouët-Boigny. Qu'est-ce que fait Houphouët-Boigny aux Nations Unies? Il est membre de la délégation française venue aux Nations Unies traiter de la question algérienne. Vous voyez donc déjà, les deux hommes sont dans le camp opposé, ils sont face à face, ils se croisent aux Nations Unies, ils ne se disent pas bonjour. Premier élément comment on appelle ça, de séparation. Ça, c'est le premier élément qui se passe à cette époque-là, en 1959. Le deuxième élément, c'est que Sékou Touré, après les Nations Unies, il se rend à Los Angeles. Il rencontre à Los Angeles un jeune sénateur qui était à l'époque là le président de la sous-commission Afrique de la commission des affaires étrangères, du Sénat américain, et qui s'appelait John Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Les deux c'est le coup de foudre, ils se séduisent mutuellement. Sékou est fasciné par ce jeune homme brillant. Il est étonné de voir pour la première fois un homme d'État américain, un homme américain, un homme politique américain. Il s'intéresse à l'Afrique, il connaît assez bien les problèmes politiques africains, ils en parlent en détail. Et Kennedy lui dit je trouve que je suis contre cette politique des républicains, cette politique du tout ou rien par rapport aux pays qui sont en train de sortir de la colonisation. Si vous n'êtes pas pour moi, si vous êtes contre moi. Il dit moi, si jamais vous arrivez au pouvoir dans les prochaines élections en 1960, eh bien, nous allons nous intéresser au problème de la Guinée et nous allons nous intéresser aussi
au progrès de pays, des nations africaines en voie de développement. Des relations très fortes vont se nouer entre les deux personnes. Et Sékou Touré va rentrer en Guinée plutôt satisfait de sa rencontre avec Kennedy. Malgré cela, malgré le fait que les Occidentaux sont maintenant plus ou moins présents en Guinée, les États-Unis, l'Italie aussi est là. L'Italie d'ailleurs va proposer à la Guinée de lever tout son café pour toute une année de 1959 à plus court terme, c'est-à-dire en termes cash. Malgré cela, quand même, les accords avec les pays de l'Est sont les plus nombreux. Il y a 104 accords qui sont signés avec les pays de l'Est et seulement 33 accords entre 1958 et 1960. En 1960, les autres pays africains de la communauté franco-africaine vont aussi accéder à l'indépendance, à la suite de la Guinée. Pendant 2 ans, la Guinée est le seul pays d'Afrique de l'Ouest, en tout cas du système francophone, du système français, à avoir son indépendance. Les autres vont suivre. En 1960, Houphouët-Boigny va devenir le président de la République de Côte d'Ivoire. Et maintenant que les deux hommes qui sont des membres du même parti, les RDA, qui sont des alliés, qui sont des compagnons de route, sont devenus présidents de 2 pays voisins. Avec la différence que Sékou Touré s'est éloigné de l'Occident, il s'est beaucoup rapproché des pays de l'Est, à Houphouët-Boigny, vraiment, c'est ce qu'on considère comme l'homme des Occidentaux sur le continent africain. Alors, en 1959-60, on peut dire que les échanges économiques se font essentiellement avec les pays de l'Est, mais la Guinée ne se suffit pas d'avoir des relations économiques avec ces pays-là, elle a aussi des relations militaires. Pratiquement la coopération militaire est exclusivement des pays de l'Est. Vraiment, les pays de l'Est qui arment la Guinée, notamment la Tchécoslovaquie, ce sont essentiellement des armes tchèques qui viennent en Guinée, en détachement de la Pologne. Et la France va s'en plaindre, puisque la France a l'impression que la Guinée reçoit beaucoup plus d'armes qu'elle n'en a besoin. La Guinée n'a qu'une petite armée de 2000 personnes à cette époque-là. On les reçoit des tonnes et des tonnes d'armement. Et la France dit, oui, mais certainement c'est pour armer les maquisards du Cameroun, ou alors pour créer la subversion dans les autres territoires africains, que vous vous armez de cette manière-là. Donc les problèmes commencent déjà. Et si maintenant il existe un chargé d'affaires français en Guinée, un ambassadeur guinéen à Paris, les relations sont encore un peu compliquées. Sékou Touré et De Gaulle ne se sont plus parlé depuis ce fameux discours de 25 août 1958, et il est très difficile de les rabibocher. De Gaulle est braqué, et je pense qu'Houphouët-Boigny ne fait rien pour aider un rapprochement entre la Guinée et la France, pour des raisons que nous verrons ultérieurement. Là, c'est la première partie, c'est parti de 1945 à 1960, pour montrer comment, effectivement, un petit pays d'Afrique va comme ça, tout d'un coup, faire irruption sur la scène internationale et devenir un enjeu essentiel de géopolitique de l'époque avec les deux grands blocs, Est et Ouest. Il faut savoir que c'est la première fois en Afrique que les deux blocs se confrontent. Pas en Afrique continentale, mais en Afrique noire en tout cas. C'est la deuxième fois dans le continent africain. La première fois, c'est en Égypte, l'Égypte de Nasser. En Afrique noire, c'est la première fois que nous avons les deux blocs face à face. En 1960, lorsque Kennedy va venir au pouvoir, il va nommer un ambassadeur à Conakry, un nouvel ambassadeur, parce qu'à ce moment-là, il en avait déjà un, qui s'appelle Robert Akoud. Robert Akoud, après son expérience guinéenne, a écrit un bouquin très intéressant qui s'appelle Les Rouges et les Noirs. Le titre est en anglais, mais je ne le dirai pas. C'est une grosse histoire. Les Rouges et les Noirs. Et il raconte cette anecdote très drôle, il arrive à Conakry.
il rencontre l'ambassadeur soviétique dans un hôtel. C'est le diplomate, il se salue, il donne un verre, et l'ambassadeur soviétique lui dit nous, je comprends pourquoi nous sommes là, mais vous, pourquoi êtes-vous ici? Il dit parce que vous êtes là. Vous voyez, tout de suite, si les Américains sont là, c'est pour contrer l'arrivée des Soviétiques. Si les Soviétiques sont là, c'est pour empêcher l'arrivée des Américains. À un tel point que Foccart raconte ça dans son livre de mémoire. Jacques Foccart, qui est l'ancien conseiller de Gaulle, il dit que lorsque Khrouchtchev est venu en visite officielle à Paris, par hasard, il se trouvait à Paris 3 présidents africains, c'était Boigny, Amani Diori du Niger, et Migan Apiti du Bénin, du Dahomey. Et De Gaulle les a invités courtoisement à venir assister au dîner officiel, le dîner de gala qu'il avait offert à Nicolas Khrouchtchev. Et au beau milieu du repas, Khrouchtchev quitte sa place avec son traducteur, il fonce vers les présidents africains, il leur dit « Nous acceptons la présence française à cause des lieux historiques. Mais de grâce, n'offrez pas la même importance aux Américains. Surtout pas de base américaine en Afrique, sinon nous allons réagir. » Il le dit clairement devant tout le monde. D'accord, la France, c'est pas un problème, mais pas d'Amérique. Donc la confrontation est là. Et chacun va essayer de faire en sorte que la Guinée bascule dans son camp. Et ce que nous allons voir dans la prochaine conférence, elle partira de 1960 à 1978, date à laquelle la France et la Guinée vont rétablir les relations, vont normaliser les relations, date à laquelle aussi Houphouët-Boigny et Sékou Touré vont normaliser les relations. Vous voyez donc que pratiquement pendant 20 ans, à cause de la guerre froide, il n'y a de lien ni entre la Guinée et la France, ni entre Sékou Touré et Houphouët-Boigny. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Un détail, pourquoi est-ce que c'est Israël qui a reconnu la Guinée en premier? Je ne sais pas, je pense qu'Israël aussi avait besoin, je pense qu'Israël attendait beaucoup des indépendances africaines. Vous savez, Theodore Herzl dit dans ses bouquins que seuls les Noirs peuvent comprendre les Juifs. Il s'attache. Je pense que les Israéliens pensaient que les Africains auraient été naturellement vers eux, pour plusieurs raisons. Donc, c'est sans doute pour ça. Ils avaient besoin, eux aussi, effectivement, d'avoir des liens avec ce monde naissant, puisque ils sont un peu isolés. On aime beaucoup, c'est l'Occident qu'on a lié, mais ils sont vraiment isolés. Donc, oui, très vite, en tout cas, Israël a reconnu l'économie. Et la coopération israélienne fut très efficace en 1950, jusqu'à. La Guinée et Israël ont rompu en 1967, alors la guerre des 6 jours. La Guinée, c'est en solidarité avec Nasser, l'Égypte, rompu avec Israël. Mais la coopération israélienne fut très efficace en Guinée. Et on a eu des procès israéliens, j'en ai eu. Ils nous disaient, vous savez, on est parti des mêmes conditions que vous. Il ne faut pas former comme les Occidentaux forment. Ils ont le temps, vous n'avez pas le temps. Il faut former rapidement. Il faut vraiment créer des programmes de formation raccourcis. Et les gens aient une formation intense en peu de temps. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris une école à l'Afrique, ils ont formé d'excellents cadres techniques. Ils nous ont dit qu'il ne faut pas seulement des professeurs, des ingénieurs et des docteurs, il faut des ouvriers. Il faut et ça, ils nous ont formé des techniciens supérieurs et des ouvriers. Excellent. Est-ce qu'il y a eu des relations, disons, des échanges? Oui, il y a eu des échanges. Le Golda Meir est venu en Guinée à cette époque-là. Il y a eu des échanges très forts. La Guinée et l'Israël ont eu d'excellentes relations dans ces années. Après, ça mais est-ce que ça n'est pas aussi parce que c'était quand même une mauvaise manière vis-à-vis de la France? Donc est-ce que c'était pas contre De Gaulle aussi que qu'Israël avait... Non, pas du tout. Au contraire, je pense que... Parce que les relations israélo-françaises étaient très bonnes en 1956. Oui, c'était très bonnes. Après, c'est un peu distendu. Probablement, mais je ne pense pas. Je pense que vraiment, c'est simplement qu'Israël pensait trouver en Afrique des alliés naturels. Moi, je pense que c'est ça. Je crois.
Ce qui aurait pu se faire, là aussi, c'est la guerre froide qui complique les choses. Ça aurait pu se faire, mais entre-temps, bon, parce que le problème, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de pays en indépendance se disaient on sera neutre. Mais on se rend bien compte que la neutralité est impossible. L'Inde, qui est l'un des promoteurs, des instigateurs du mouvement des non-alignés, l'Inde, pratiquement, pour les échanges économiques, a plutôt basculé du côté soviétique, même pour les échanges, pour les liens stratégiques, puisque l'Inde a surtout des relations militaires avec l'Union soviétique, avec le Pakistan, son adversaire, en avait avec les États-Unis. Et le Malaisie, à chaque fois que quelqu'un se met dans un camp, son adversaire se met dans le camp opposé. Ouais, ça se passe comme ça. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, la Guinée a encore des relations fortes avec la Russie ou est-ce que Oui, très fort. Aujourd'hui, par exemple, la Russie a racheté, il y avait une grande usine d'alumine, la deuxième usine au monde, en Guinée, parce que la Guinée est un grand peu. Parce que là aussi, il y a autre chose. L'enjeu, avant de répondre à votre question, j'ai précisé une chose. La Guinée est un enjeu, pas pour des raisons géopolitiques, que pour des raisons économiques. La Guinée, c'est le premier pays indépendant du système francophone en Afrique. C'est le deuxième pays dans toute l'Afrique noire après le Ghana. Il y a une différence fondamentale, c'est que le Ghana, en 1957, devient indépendant, mais il reste encore sous l'autorité de la couronne britannique. Il y a un premier ministre ghanéen, et c'est le chef de l'État, c'est la reine Elisabeth, comme au Canada par exemple. Alors que la Guinée, elle est république immédiatement, elle est souveraine, entièrement souveraine. Donc c'est très, on peut presque dire que c'est le premier pays indépendant, réellement. Donc, de ce point de vue-là, un pays africain indépendant en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et d'autre part, la Guinée est un pays minier, extraordinairement minier. La Guinée détient les 2 tiers de la bauxite du monde, à elle seule. Elle a le fer le plus riche du monde, 70% de teneur. La l'or, le diamant, le pétrole, etc. Donc c'est aussi très important à interroger. À la fin des années 50, la France, juste avant les indépendances, avait décidé d'exploiter au maximum les possibilités minières de la Guinée. Donc, ils ont créé une usine, une grande usine. Ils voulaient créer une usine d'aluminium. Ils ont commencé par l'usine d'aluminium. Et les capitaux, c'est quand même, à l'époque, la municipalité de 150 millions de dollars. C'était beaucoup dans les années 50. Elle seule, elle ne pouvait pas le faire, elle sortait de la guerre. Elle a donc fait appel à des capitaux étrangers, donc américains, canadiens, allemands, suisses. Ils ont créé un consortium, qui s'appelle FIA, qui a créé toute une ville minière, toute une ville industrielle. Et cette usine d'alumine devrait aussi créer à côté une usine d'aluminium. Comme la Guinée est devenue indépendante, la France a transféré l'usine d'aluminium au Cameroun pour punir la Guinée. Et l'alumine de Guinée était transférée pour être sous-traité là-bas au Cameroun. Et cette usine aujourd'hui a été rachetée par les Russes. C'est Russan qui la détient depuis 10 ans. Et les Russes sont encore en train d'acquérir une autre mine, la plus grande mine de bauxite au monde, bien le Québec. Les liens sont très forts, beaucoup de Guinéens ont été formés à l'Union soviétique. Enfin, en Russie, ou en Ukraine, etc. Les liens avec les pays de l'Est sont restés forts. À Conakry, il y a beaucoup de Russes, il y a beaucoup de Tchèques, il y a beaucoup de Polonais, etc. Il faut quand même savoir que pendant longtemps, ce sont ces gens-là qui nous fournissaient les techniciens, les professeurs, parce que la France avait retiré de la Guinée de ce discours-là tous ces technocrates, tous ces techniciens, ces professeurs. Et lorsque. Il y a eu une rupture totale. Il a retiré ses capitaux, il a retiré son budget, il a retiré ses enseignants, tout, les fonctionnaires. Et à un tel point qu'à cette époque-là, la FEANF, la Fédération des citoyens de la France, Paris, avait exigé de tous les cadres africains, formés notamment en France, de venir au secours de la Guinée. Tous sont venus, ce sont ceux qui ont enseigné, qu'ils soient ivoiriens, qu'ils soient sénégalais, camerounais, etc. Et le Parti communiste français, qui était le grand soutien de Sékou Touré, avait aussi mobilisé des intellectuels progressistes français, belges, suisses, pour venir enseigner en Guinée. Ce qui fait que pratiquement ce sont ces gens-là qui sont enseignés les matières, disons, sociales, littéraires, etc., alors que les Russes, les Tchèques, les Hongrois nous enseignaient plutôt les disciplines scientifiques.
leur apprenait sommairement le français en Russie, et puis ils venaient, ils nous apprenaient les mathématiques, la géologie. Oui. Il est vrai qu'à cette période-là, la Guinée était comme pour beaucoup d'intellectuels, mais pas que, le lieu de l'utopie où le rêve d'une autre Afrique est possible. Et comment ça s'est fait, la bascule à un moment donné, qu'on aille vers... C'est le sujet de la seconde partie de mon si je dis tout maintenant, il n'y aura pas de second. Effectivement, on va voir ça, justement. Là, la première partie, c'est vraiment pour mettre en situation les choses. Vous comprenez très bien. La carte est là, les deux hommes, les deux blocs, la rupture entre la Guinée et la France. Donc, on va voir les conséquences de tout cela dans la seconde partie. Est-ce qu'il y avait des liens avec l'Éthiopie? Très fort. L'Éthiopie est c'était un pays symbolique du continent africain. C'est le seul pays africain qui n'a jamais été colonisé. Et de sorte que pratiquement tous les drapeaux africains se sont inspirés du drapeau éthiopien. La Guinée, c'est la Guinée qui a commencé, c'est le Ghana qui a commencé. Rouge, jaune, vert. Et là-dedans, il y en a qui mettaient une flèche ou machin un peu plus, pratiquement, pour la couleur rouge, jaune, vert. C'est le drapeau éthiopien. C'est parce que c'était le seul pays d'Afrique qui n'a jamais été colonisé. Donc, on s'est référé à lui. L'OUA a été créé à Addis Abeba. Son siège est à Addis Abeba. Pendant combien de temps est-ce que Houphouët-Boigny et Sékou Touré étaient les présidents de leur pays? Alors, Sékou Touré a été de 1958 à 1984, date de sa mort. Chacun a été président toute sa vie. Houphouët-Boigny de 1960 à 1993, date de sa mort. Ils sont morts au pouvoir, tous les deux. Il y a une chose qu'on verra par la suite, c'est que ces gens, que ce soit Sékou Touré, et même les autres, leurs États, même quand ils sont alliés aux pays libéraux de l'Occident, leurs États sont des États staliniens. Ils sont tous organisés exactement comme les partis communistes. C'est quand même deux personnes qui ont subi une très forte influence des communistes. Il faut savoir que les communistes sont les premiers, c'est le premier mouvement politique français à créer des réseaux en Afrique. Dès les années 40, qu'est-ce qu'on appelle le groupe d'études communistes dans chaque colonie. Le groupe d'études communistes. Ils recrutent des jeunes gens, plus ou moins clandestinement, qui forment l'idéologie communiste. Vous savez que le système de Comintern, depuis après Cominform, avait créé à Prague une école d'enseignement marxiste à distance. Ils inondaient les pays coloniaux et ces pays coloniaux en brochures, en Chine, au Vietnam, en Afrique. C'est pour cela que la plupart des dirigeants africains de cette génération-là sont de forte influence communiste. Même s'ils n'ont pas été, communistes. Je crois que Houphouët-Boigny n'a jamais été communiste. Sékou Touré non plus, d'ailleurs, n'a jamais été communiste, on le verra. Mais le contexte fait qu'ils étaient obligés de collaborer avec le pays de l'Est. En des moments pour nous. Houphouët-Boigny, dans les années 50, s'est allié au Parti communiste français. Il a compris très vite que ce n'était pas la bonne chose. Il a viré. Il est un peu plus nul. Et Sékou Touré, il tombé dans le panneau. En parlant d'actualité, est-ce que ces pays, Guinée, Côte d'Ivoire, etc., est-ce qu'on assiste quand même à une montée de l'intégrisme radical sous l'influence du wahhabisme, du salafisme venu du Golfe et d'ailleurs? Et en regardant, c'est vrai, donc la carte, donc on voit effectivement dans le nord de Mali, le nord du Nigeria, Niger, Cameroun, donc on voit une menace montée. Est-ce qu'on vient s'implanter vers le côté ouest ou bien ce côté ouest est toujours préservé de cette influence néfaste de l'intégrisme? Non, elle n'est pas protégée. Elle n'est pas protégée du tout. Je pense que l'intégrisme musulman est en train d'avancer, vive en Afrique. C'était prévisible. Pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, l'islam est très fort dans ces régions-là, notamment dans la partie sahélienne, dans les pays comme le Mali, le Niger, le Nigeria, et même la Guinée, c'est dans les forêts, mais c'est à 90% musulman. C'est vrai que jusque-là, l'islam africain était très tolérant, mais le contexte a complètement changé. Le phénomène de l'islam musulman n'est plus arabe ou oriental, il est devenu un phénomène universel.
l'école universelle. Quand vous allez dans les banlieues parisiennes, là, ces gens ont fait un travail remarquable, un travail terrible. Et en Afrique, vous avez des quartiers entiers, même en Conakry, où les femmes sont voilées. Oui, à Noir, comme on n'avait jamais vu ça, c'est pas une tradition. C'est incroyable. Il y a des liens, hein, il y a des liens commerciaux, il y a des liens intellectuels. Beaucoup de jeunes Guinéens qui vont étudier soit en Iran, soit en Arabie Saoudite, soit en Égypte, le Coran, etc. Il y a des liens commerciaux, il y a des commerçants guinéens, nigériens, maliens à Dubaï, on a des commerçants en Arabie Saoudite, la communauté africaine est dans ces pays-là. Il y a un vol quotidien qu'on a à Dubaï. Hein, donc tout ça, c'est nouveau, mais c'est une réalité aujourd'hui. Une réalité. Il faut prendre conscience. Ce qui se passe au Mali n'est pas hasardeux du tout. C'est quelque chose de. Il y a longtemps qu'il s'est préparé. Et les États qui sont là, ils sont faibles. L'Afrique est le maillon faible de tout ça. L'Algérie a réussi plus ou moins à repousser ces intégristes. Il fallait le sanctuaire. Quel est le sanctuaire? C'est le Sahara. Le Sahara, c'est une zone incontrôlable. Personne n'a jamais pu gouverner le Sahara depuis le début de l'histoire. Ni les pharaons d'Égypte, ni les empereurs du Mali, ni les Arabes, ni les Russes, ni les personnes. Le Sahara, c'est un autre monde. Et les habitants de ces régions-là, c'est très très difficile à contrôler, à maîtriser ou à combattre. Donc, ils sont en sanctuaire. Et de là, maintenant, ils font leurs incursions. Regardez, le Nigeria, c'est comme c'est beaucoup d'habitants. Ils ont une grande armée, mais regarde ce que fait Boko Haram au Nigeria. Première puissance africaine aujourd'hui. Première puissance économique La africaine. première puissance économique africaine. Mais qu'est-ce que fait Boko Haram au Nigeria? Ils font ce qu'ils veulent. On n'arrive pas l'armée nigérienne ne peut rien contre eux, c'est incroyable. Le Mali, il suffirait que l'armée française quitte, demain c'est fini, ça, ils vont descendre jusqu'à Conakry. Il n'y a rien pour les arrêter. Ils sont super armés, super décidés, c'est des fanatiques. Ils ne sont pas là pour une cause objective, ils sont là pour aller au paradis. Non, il y a un risque. Il y a un risque même dans les zones qui n'étaient pas les prédilections musulmanes. Parce que l'islam a avancé. L'islam, c'est un peu la religion des pauvres. Hein, ça va avec les couches populaires. Très souvent, ça dit oui, avec l'islam, etc. Parce qu'il y a des commerces, la capacité financière. Le mouvement wahhabite financier. Les puissances du Golfe financent ça. L'Arabie Saoudite, le Qatar, D'autres questions?